Tout de suite, c'est l'invité de la matinale. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire de Meaux, vous êtes candidat à la primaire à droite. Une réaction d'abord à Patrick Buisson qui sort un livre. Il dit que Nicolas Sarkozy a laissé faire les émeutes anti-CPE de 2005. Est-ce que vous donnez du crédit à ces propos de Patrick Buisson? Je suis absolument incapable de le commenter, je n'en sais rien et je n'ai pas d'éléments qui puissent aller dans un sens ou dans l'autre. Plus généralement, je n'ai pas encore lu ce livre, mais je vois bien sa tonalité. D'abord, affaiblir l'ancien chef de l'État. Enfin, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça apparaît comme un énième épisode illustrant un peu la décomposition de ce quinquennat qui pourtant partait avec une grande espérance. Vous savez, moi, j'ai beaucoup cru à la rupture, à l'idée de rupture. Je l'ai soutenue comme tout le monde, comme des millions de Français en 2007. Et puis cette rupture, elle n'a pas eu lieu en fait. Et moi, je me souviens très bien. J'étais pas l'un de ces ministres. J'étais à l'Assemblée, je présidais le groupe. Et justement, avec l'idée de coproduction législative, mon idée c'était de dire, et avec moi tous les députés, il faut aiguillonner ce gouvernement. La rupture n'intervient pas, il faut la faire. Mais là, on n'est pas plutôt dans un règlement de compte entre deux hommes. J'ai envie de vous dire, il y a incontestablement, je le comprends bien, beaucoup de dissensions entre eux, et je ne connais pas la nature de tout ça, par définition, je ne suis pas au milieu de leurs relations. Après, il y a un sujet de fond. Qui, à mon sens, doit être évoqué, qui est la question de savoir est-ce que, si on veut de la crédibilité, si on veut retrouver la crédibilité vis-à-vis des Français, qui nous disent toute la journée on ne croit plus les hommes politiques, est-ce qu'il ne faut pas faire attention, en fait, à ce qu'il y ait une adéquation parfaite entre les engagements de campagne et la mise en œuvre. Et donc, il faut certainement changer les pratiques. Je suis tellement hanté par ce que j'entends des Français et que j'ai beaucoup entendu durant ces 18 mois de silence que je m'étais imposé avant d'être innocenté par la justice, vous savez, dans cette affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Je me suis dit, la seule solution, c'est de changer la méthode de gouvernement. D'où cette idée de gouverner par ordonnance et de prendre tout de suite les 15 décisions qui correspondent aux 15 engagements de campagne. Je voudrais juste avoir votre avis là-dessus, puisque François Bayrou demande ce matin une enquête à propos de Patrick Buisson. Est-ce que, selon vous, il faut faire la lumière sur cette affaire, sur ces révélations, sur quelle affaire sur ce que dit Patrick Buisson dans son livre concernant 2006 ? Oui. Oh bah écoutez, ça j'en sais rien. Enfin, c'est toujours bien de savoir les choses plutôt que de rester dans l'imprécision ou dans l'allégation. Oui, c'est bien de connaître les faits, mais enfin moi j'ai pas d'éléments qui me permettent d'aller dans un sens ou dans l'autre. Vous le connaissiez, vous, Patrick Buisson? Vous l'avez rencontré? Bien sûr, oui, mais tout le monde le connaît. C'est une méthode qui vous trouble, qui vous choque? C'est une méthode classique en politique? Quoi, du livre? Oui, le livre, les enregistrements. Non mais, attendez, le nombre de malheureusement ou heureusement, ça dépend des fois, mais de livres écrits par tel ou tel qui raconte sa vie dans les cercles de pouvoir, c'est très fréquent. Bruno Le Maire lui-même, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années, avait livré des secrets qui relevaient plus justement du secret, me semble-t-il, ou de la confidentialité des rapports entre les hommes d'État que de la publication d'un livre. Donc bon, moi c'est pas, comme disent les Anglais, c'est pas ma tasse de thé. Elle sort ce livre, il sort à quelques semaines de la primaire. Il y a des mauvais sondages aussi pour Nicolas Sarkozy. Il y a d'autres révélations sur d'éventuels financements par la Libye de sa campagne. Est-ce que vous pensez que tout ça est de nature à nuire à l'ancien chef de l'État, à l'affaiblir avant cette élection? Est-ce que vous pensez qu'il pourra s'en relever? Oh, ça, moi, il faut demander ça aux politologues. Moi, j'en sais rien du tout. C'est pas mon sujet. Vous savez, je fais campagne sur le fond. J'ai des divergences de fond avec les autres candidats. Sinon, je serais pas candidat. J'en ai avec Nicolas Sarkozy, mais j'en ai avec les 4 autres qui étaient au gouvernement avec lui. À un moment où moi, je n'y étais pas. Et encore une fois, moi, j'ai un combat. Et je vous entendais parler de moi de manière un peu défaitiste ou pessimiste. Si je peux me permettre, vous avez tort. Parce qu'en réalité, tout est ouvert. Alors, le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Ouais. Oui. 1,5 à 3% dans les sondages. C'est pas un procès d'intention, c'est juste des chiffres. Faut-il donc considérer est-ce que vous pensez effectivement à l'avenir? Est-ce que vous pensez éventuellement à vous reporter sur un autre candidat au second tour? J'entends bien. Faut-il considérer que les sondages font l'élection? Dans ce cas, sachez que moi, je n'ai jamais eu de bons sondages et qu'il m'est arrivé bien souvent de gagner les élections. Je vous propose de laisser les sondages de côté. Le vrai sujet, c'est l'authenticité. Il faut que les Françaises et les Français de droite et du centre, quand ils vont voter, se disent, au moment du vote, j'ai regardé les candidats, voilà celui dont je pense que lui fera le travail.
Lui fera ce pourquoi il a été élu. Et laissez se dérouler la campagne. Elle n'a pas encore vraiment commencé. Nous aurons des débats télévisés, nous aurons Vous des attendez meetings, beaucoup, justement, il y a ce premier débat, hein, le 13 octobre. Est-ce que vous, lors de ce débat, vous allez renverser la table? Écoutez, je suis pas quelqu'un de brutal, c'est pas le sujet. Moi, j'aime pas ces formules qui sont un peu à l'emporte-pièce. Je vais dire ce que je pense, comme je l'ai toujours fait. Vous savez, vous avez devant vous quelqu'un de très libre, hein, de très libéré. D'abord parce que j'ai connu il y a 2 ans et demi. S'attendre à des révélations? Non. J'ai connu il y a 2 ans et demi une épreuve très dure. Il y en a des bien pires, mais qui m'a amené à me dire finalement pourquoi est-ce que j'ai choisi de m'engager pour la France. Si je suis candidat pour cette primaire, pour l'élection présidentielle, c'est pas par hasard. C'est pas juste pour avoir l'air de montrer mon visage dans une émission. C'est parce que j'ai des convictions, parce que je me suis préparé, parce que je veux faire cette rupture, parce que je veux rétablir le commandement en France. Les gens nous disent toute la journée le pays n'est plus dirigé. Eh bien moi, je veux redonner du sens au commandement du pays. D'où le gouvernement par ordonnance. D'où l'idée que, plutôt que de continuer à laisser filer les déficits sociaux, la communication de M. Sapin hier était lamentable. Il est encore en train de tromper les Français. Les résultats budgétaires sont très mauvais. M. Sapin qui accuse aussi l'opposition de mensonges avec des promesses de baisse d'impôts. J'ai été ministre du budget pendant 3 ans sous Jacques Chirac. Avec mon ami Thierry Breton, nous sommes les seuls, ensemble, à avoir rendu un budget de l'État dans lequel on baissait les dépenses, on baissait les impôts, on baissait les déficits et on baissait la dette. À l'époque, le déficit c'était 2,3%. On était bien en dessous des 3% des critères de Maastricht. La dette c'était 63%. On est à 100% aujourd'hui. Donc je suis très libre. Enfin, là, on est quand même repassé sous les 3%. On est à 2,7% en 2017. Oui, bon, on c'est quand même une belle performance par rapport au précédent quinquennat. Non, mais ah mais oui, ça c'est vrai, ça malheureusement. C'est quand même la droite, c'est quand même votre famille politique. Oui, mais d'accord, mais attendez, d'abord vous parlez de 2017, nous n'avons pas encore vécu 2017. Hein. Le côté toujours un peu amusant avec M. Sapin, c'est qu'avec un aplomb incroyable, il vous donne des chiffres qui ne se réalisent jamais. Enfin, c'est le jeu, hein, c'est un projet de budget pour 2017. C'est un projet de budget. Ouais. Moi, celui dont je vous parlais, c'est une réalisation de budget. Quand je vous dis que j'étais à 2,3%, 2,4%, c'était une réalisation, une exécution de budget. C'est pas une Sauf chose. Que là, jusqu'ici, il a tenu les objectifs qu'il avait dit. On l'écoute 2 secondes et vous réagissez juste après. On écoute Michel Sapin. C'est un budget qui continue. Bien sûr, bien sûr. Sauf qu'il ne précise pas qu'il augmente les enseignants de près de 3 milliards d'euros, ce qui est totalement irresponsable à un moment où on sait très bien qu'il faut faire des économies. Les enseignants qui ont fait des efforts depuis. Arrêtez avec cette histoire d'efforts. Tous les Français font des efforts. Moi, je crois qu'il y a un moment, il faut qu'on arrête. Les enseignants ne sont pas mal payés en France par rapport aux autres pays d'Europe. Tout le monde est mal payé en France. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Tout le monde est mal payé. Et vous savez pourquoi tout le monde est mal payé? Tout simplement parce qu'il y a un plafond de verre qui s'appelle les 35 heures que personne n'a voulu supprimer, qui s'appelle le poids des charges sociales que personne n'a voulu alléger, de gauche comme de droite, et donc de ces réformes structurelles qu'on n'a pas le courage de faire. Et donc moi je demande qu'on arrête de faire semblant de s'extasier devant les propos d'un ministre du budget dont tout le monde sait que son budget est insincère. Et ne me dites pas qu'il a tenu ses objectifs. Je vous rappelle que François Hollande avait pris l'engagement d'être en dessous des 3%. En 2013. Être à 0% en 2017. Bon, et donc on est loin du compte. Donc il ne faut pas faire de désinformation. La deuxième chose que je voudrais vous dire, qui est très importante, moi mon projet, quand je dis je veux rétablir le commandement du pays, c'est-à-dire l'idée que les dirigeants de notre pays arrêtent la cogestion avec tout le monde, avec la CGT, avec la gauche bobo, avec tel ou tel mouvement gauchiste qui va casser. Il faut arrêter cela. Et pour ça, il faut gouverner par ordonnance sur les 15 décisions importantes et faire ce que j'appelle un virage sécuritaire. C'est-à-dire que l'État, depuis trop d'années, a surinvesti dans le social pour masquer les réformes, moyennant quoi nous avons 33% de notre PIB pour les dépenses sociales, contre 3% pour la sécurité. On est donc vulnérable. D'un côté, le social a créé, hélas, de l'assistanat chronique, et de l'autre, on est vulnérable sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Et donc c'est ça qu'il faut changer. Ce que vous êtes en train de nous dire quand même, c'est que les partenaires sociaux sont un obstacle aujourd'hui à la réforme dans ce pays? Mais bien sûr. Donc il faut faire sans eux. Mais parce qu'ils doivent évoluer aussi. On est au XXIe siècle. Le rôle des partenaires sociaux, c'est pas de co-gérer le pays avec le président de la République. C'est d'appliquer avec l'ensemble des acteurs économiques les décisions prises par le politique. Et nous avons laissé filer les choses. Mais je vous mets très à l'aise. C'est la responsabilité c'est la responsabilité de la gauche, bien sûr, mais aussi de la droite.
Nous avons, dans le quinquennat précédent, et c'est un reproche que je fais à mes concurrents, puisqu'ils étaient ensemble à gouverner, et notamment Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire, tous, ils co-géraient avec les syndicats. Enfin, du coup, on n'a pas fait la réforme des régimes spéciaux en 2010, contrairement à ce qu'on a raconté. Donc on fait sans les syndicats, mais on fait aussi avec moins de parlement, finalement, si on gouverne par ordonnance. Alors, ça, c'est un autre sujet. L'idée est la suivante. Ce que je souhaite, c'est qu'au même titre que je veux que les syndicats voient leur rôle évoluer à être plus dans l'application plutôt que dans la codécision, les parlementaires doivent eux évoluer pour être des gens qui contrôlent le gouvernement, qui évaluent la réalité des engagements qui sont pris, ce qui n'est pas la même chose. Moi, je rêve que, depuis des années, je dis ça, je le disais quand j'étais président du groupe à l'Assemblée, je veux que le Parlement demain soit beaucoup moins quelqu'un qui fait des milliers d'amendements, un Parlement avec des députés qui font des milliers d'amendements. Ce ne sera pas quand même moins intéressant, votre rôle de député? Ce sera beaucoup plus valorisant, au contraire. Ça veut dire que les députés seront en situation de dire aux Français, nous avons contrôlé le ministre de l'Agriculture, qui s'était engagé à améliorer la situation des quotas à la suite de la fin des quotas laitiers, et il ne l'a pas fait. Ou à l'inverse, je salue tel ministre qui a pris tel engagement. Voilà les évaluations. Et ainsi, en liaison avec la Cour des comptes, on revalorise le rôle du parlementaire. C'est ça qui me paraît important. Et puisque vous évoquez ce point, je suis en désaccord total avec cette idée que défend Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire ou François Fillon de faire des référendums. Ça, c'est un. Alors là, pour le coup, on squeeze totalement le référendum, Parlement. c'est l'élection pour vous? Et puis, deuxièmement, mais bien sûr, sinon, ça veut dire qu'on les perdra tout le temps. Regardez le fiasco du Brexit. Donc, c'est un vrai retour à la Ve République avec Absolument. un président très fort. Qui préside. Parce que ce pays a besoin d'être commandé. Vous savez. Et le rôle du Premier ministre, alors, mais le rôle du Premier ministre, il est en liaison étroite et sous l'autorité du Président de la République d'être l'homme qui, au quotidien, met en œuvre ses orientations. C'est ainsi que le général de Gaulle, Georges Pompidou, avait conçu le tandem Président de la République, Premier ministre. Le Premier ministre, c'est évidemment pas un collaborateur, c'est un homme considérable dans le système, un homme ou une femme considérable dans le système. Mais c'est quelqu'un qui est d'abord l'homme qui est chargé d'appliquer la politique déterminée par le président de la République. Certains y verront un soutien à François Fillon. Je vous propose qu'on écoute pourquoi vous dites ça? qui avait été traité de collaborateur par Nicolas Sarkozy. Oui, bien sûr, mais je reprends volontairement cette formule pour vous dire qu'en réalité, c'est un malentendu, c'est un contresens. Et je crois qu'il faut faire très attention, car le rôle du président de la République, c'est pas d'être, un hyper-président. Moi, j'aime pas cette formule. Elle donne l'impression de dire les autres sont nuls, je vais tout faire. Non, le président de la République, c'est quelqu'un qui crée les conditions pour que chaque Français donne le meilleur de lui-même. Vous avez un projet aussi pour l'éducation. On va d'abord écouter Najat Vallaud-Belkacem qui propose l'école, elle, de 3 à 18 ans, et vous nous donnerez votre avis ensuite. Ces arrêts précoces de... Vous, cette vision de l'éducation, elle vous convient? Vous trouvez que... Moi, j'ai une vision assez différente de celle qui vient d'être exposée par la ministre de l'Éducation nationale. Moi, je pense en réalité qu'il ne faut pas procéder comme ça. Il faut donner plus de place à l'enseignement professionnel dans l'enseignement général. Un peu comme ce que font les Allemands. C'est-à-dire, je crois qu'en réalité, notre grande erreur en France, et c'est une erreur qui nous coûte très cher en matière de qualification pour nos jeunes et nos moins jeunes, c'est de parler diplôme et c'est pas de parler métier. Et en réalité, moi, je voudrais que très tôt, on commence à parler aux enfants de ce que c'est qu'un métier. De telle manière que chacun comprenne, y compris d'ailleurs le corps enseignant, qu'on est on est là pour former nos jeunes à pouvoir exercer une vie professionnelle. Et donc l'idée pour moi, c'est plutôt de dire il faut l'enseignement professionnel, l'apprentissage dès l'âge de 14 ans pour commencer à comprendre et à le faire dans toutes les filières. Ça doit plus être une voie de garage. Sauf qu'aujourd'hui, le diplôme, c'est quand même la garantie de l'emploi. Donc il va falloir changer les mentalités, ça peut prendre beaucoup de temps. C'était vrai, mais regardez le nombre de jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail. C'est quand même eux qui retrouvent ou qui trouvent le plus facilement du travail par rapport aux autres. Sans doute, mais parce que nous n'avons pas suffisamment. Ah non, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'en réalité, c'est celui qui est le plus vite en situation de pouvoir exercer un métier. Et c'est pas simplement la question du diplôme. Je suis d'ailleurs très frappé de voir, par exemple, que beaucoup de jeunes qui sont passés par les CFA trouvent, mais avec des taux de réussite remarquables, des emplois très rapidement. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'à l'image de l'Allemagne, au lieu d'avoir quelques filières qui passent par l'enseignement en alternance ou l'apprentissage, ce soit quasiment toutes les filières. La banque, et pas simplement l'électrotechnique. En Allemagne, c'est ce qui se passe. Vous avez plus de 350 filières d'enseignement en alternance. Et je voudrais vraiment que ce soit dédramatisé. Et donc pour cela, au lieu de fixer cet objectif un peu soviétique, de dire tout le monde à l'école jusqu'à 18 ans, comme d'ailleurs la gauche avait dit, tout le monde doit avoir le bac. Non, tout le monde ne doit pas avoir le bac. De la même manière que tout le monde ne doit pas aller à l'université. Parce que sinon, c'est des processus qui peuvent conduire à des échecs terribles et à faire perdre de confiance un certain nombre de nos jeunes. Vous voyez, donc moi je préfère qu'on dise non, il vaut mieux
sélectionnés à l'entrée d'université sur dossier et parallèlement à ça, proposer des enseignements professionnalisants où beaucoup de jeunes vont avoir confiance en eux. Vous avez un autre projet qui est de faire un code de la laïcité, un code de la laïcité et des cultes. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a certaines pratiques religieuses qui ne sont pas compatibles avec la République? Oui, bien sûr. Je suis étonné qu'on parle aussi peu du rapport de l'Institut Montaigne, qui montre quand même de manière absolument dramatique que près de 28% de jeunes Français de confession musulmane considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Personne n'en parle. Tout le monde dit ah oui, mais il y a une majorité qui trouve qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait pour ces 28%? D'abord, on rappelle qu'il y a des règles et que ces règles en République française sont certes pas les mêmes que dans d'autres pays, mais sont celles de la République française. Je suis allé hier à Saint-Denis, c'était passionnant, à la rencontre d'une association, d'ailleurs au début de cette émission, d'une association qui travaille à la prévention de la radicalisation. J'ai rencontré un jeune avec sa mère. Ils nous ont raconté l'un et l'autre comment ils ont échappé à la catastrophe. Le jeune avait été pris en main, si j'ose dire, par un prédicateur. Et il s'en est fallu très peu pour qu'il ne parte pas en Syrie. J'ai compris le processus. Il faut faire très attention. Et en réalité, tout cela vient de quoi? Qu'il n'y a pas de règles. Et donc, je crois qu'il est capital que la religion musulmane, comme ça a été le cas pour toutes les autres religions monothéistes... Il y a un problème de représentativité des règles avec qui? Mais avec personne. Vous voulez que je vous dise? Avec personne. C'est le rôle du politique. Il faut arrêter d'être dans la cogestion. Ça n'est pas plus le CFCM donc on passe par la loi une nouvelle loi? Une ordonnance. Que je prendrai si je suis élu dès le mois de juillet 2017 et qui fixera les 10 règles concernant l'organisation du culte musulman. Les imams devront parler français, avoir été diplômés d'un certificat de laïcité délivré par les universités. Interdiction du voile dans l'ensemble des établissements publics. Hôpitaux, et à l'université. Universités, tribunaux, mairies, préfectures. Mais également, les chefs d'entreprise pourront enfin édicter, et ce sera la loi qui le prévoira, un règlement intérieur. Il y a des repas de substitution dans votre ordonnance ou pas? Moi, je suis plus nuancé sur les menus de substitution, parce que vous savez, il y a des prescriptions médicales aussi. Donc, il y a un moment, il faut arrêter d'être dans cette logique. Il faut que les enfants mangent. Donc, il faut des accommodements raisonnables aussi pour ce genre de questions. Sur ce seul sujet, moi, je n'ai jamais été choqué, d'ailleurs, à mot, dans ce domaine-là. La souplesse existe. En revanche, il faut être extrêmement ferme sur ce qui relève de l'islamisme radical. Et donc je préconise un délit visant à sanctionner très durement les propos, les comportements, les actes qui relèvent de l'islamisme radical et qui aujourd'hui ne sont pas sanctionnés et permettent à des pseudo-imams de raconter n'importe quoi. Merci. Et c'est ça qui est aussi en jeu pour nous. Merci Jean-François Copé d'avoir été avec nous ce matin, Merci. député maire de Meaux et candidat à la primaire à droite. Très bonne journée à vous.